Alors que j'étais en train de travailler ardemment sur un rapport noté en géologie, Valéoraptor m'envoya un message avec une vidéo, me parlant d'un projet de debunk commun avec plusieurs paléotubeurs. Je pensais que ce n'était qu'une vidéo banale, mais j'étais loin de m'imaginer l'horreur que je m'apprêtais à subir. T'as pas vu toutes les vidéos qu'on devait sortir l'année dernière? Mon effet dramatique, merde! Hey, salut tout le monde! Vous allez bien? Nous ça va, quoi de mieux que revenir après plus de 10 mois d'absence avec de la haine gratuite, hein? Je me le demande. Bon, stop 2 secondes, on va calmer le jeu un petit peu avant de commencer. Donc non, évidemment, je ne vais pas insulter gratuitement des gens, ça n'avance à rien, la finalité est nulle, etc. J'espère que vous êtes suffisamment grand de pouvoir arriver à faire fonctionner 2 neurones en même temps. Mais là, je peux pas vraiment rester insensible, donc connaissez-vous la chaîne de The Top Man français? The Top Man français est une chaîne austro-hongroise. Non, mais si toi aussi tu dis de la merde dès le début, ça va pas aider. The Top Man français est une chaîne francophone créée le 21 septembre 2016, mais dont la vidéo la plus ancienne en ligne date d'environ un an plus tard. La raison de ce gap ne me regarde pas, et c'est clairement pas moi qui vais aller faire des commentaires sur la fréquence de parution. Mais par contre, en tant que membre de la team Superman, avoir une chauve-souris en logo, c'est une faute de goût grave. Mais je divague. Vague. Top Man produit comme son nom l'indique des vidéos top, affichées comme des top 5 mais qui sont en réalité des top 6. Ah non mais je comprends, moi aussi j'ai du mal avec les maths. Avec 5 points suivis de ce qu'il appelle la zone 0. Il a fait pas mal de vidéos en rapport avec la paléontologie que plusieurs de mes collègues se font un plaisir de vous démonter, étant donné qu'à peu près chaque vidéo est un festival de conneries en tout genre et de désinformation. Mais nous on va se focaliser sur une vidéo bien particulière publiée le 6 octobre 2018 s'appelant Top 5 des insectes et arachnides les plus dangereux de la préhistoire. Mais non, tu m'aides pas à aimer là, ça veut dire quoi? Qu'ils sont plus dangereux, qu'ils sont plus gros, que tu trouves ça moche, que tu vas faire appel aux phobies des gens? Je sais qu'une vidéo doit être un minimum orientée pour avoir une direction, mais là dans la subjectivité tu te places fort mon coco. Bon, allez, commençons cette vidéo. Ce groupe est les invertébrés. Non désolé, c'est juste un spasme nerveux, à chaque fois que j'entends ce terme je tique toujours. Le groupe d'invertébrés composé d'insectes, d'arachnides et de mollusques était aussi Wait a sec, c'est Aragog, l'araignée géante de Hagrid dans Harry Potter? Bref. la terreur de la préhistoire, car leur taille était énorme si on la compare à aujourd'hui. Primo sur la question de la taille, je vais prendre les araignées vu que je connais un minimum le sujet, et laissez-moi vous dire qu'on n'a jamais trouvé une seule araignée dans les fossiles qui puisse concurrencer les plus grandes qu'on ait actuellement comme l'araignée Goliath. Et beaucoup d'araignées sont retrouvées dans de l'ambre comme plein d'autres arachnides, et elles sont toutes petites. Il faut pas plus de quelques millimètres. C'est très putaclic de se focaliser uniquement sur les grosses bestioles alors qu'elles sont absolument pas représentatives de la biodiversité globale. Les fossiles des petits animaux sont largement plus courants que ceux des grosses bestioles. Mais bon, faut faire des vues et du pognon. Et puis bon, les invertébrés, uniquement composés de mollusques, d'insectes et d'arachnides, ça fait quand même pas mal d'animaux tombés au champ d'honneur. Hello darkness, my old friend. A commencer par l'arthropleurat qui est un myriapode. Donc tu te contredis toi-même. Je vais juste faire une petite pause culture pour vous prévenir que je vais employer à plusieurs reprises dans la vidéo le terme d'arthropode. Parce qu'en fait tous les animaux qui sont traités par Topman sont des arthropodes. Pour vous donner le contexte, les arthropodes sont des animaux dont le corps est segmenté et recouvert par une carapace constituée d'une molécule qu'on appelle chitine. Ce groupe correspond donc aux mille pattes, aux arachnides, aux insectes, à ce qu'on désigne comme les crustacés, mais aussi les limules et les pycnogonides, donc des animaux que vous connaissez et croisez tous les jours. Donc au lieu de dire des bêtises parfois, sachez que le terme d'arthropode est bien plus approprié pour ces animaux si vous avez des doutes plutôt que de dire qu'une araignée est un insecte. Maintenant que ça c'est fait, commençons. Numéro 5. Cette créature est le cafard préhistorique. Sachant que plus loin dans ta vidéo tu détailles quasiment jusqu'au genre, là tu pouvais difficilement être plus vague, c'est limite du niveau de dire « cette créature est le reptile préhistorique ». Alors qu'en vrai tu pouvais largement faire ça. Voici, nom de genre, une sorte de cafard préhistorique. Et là je t'assure que j'aurais pas râlé. Une peste dégoûtante qui a vécu encore plus longtemps que les dinosaures. Oh, bah zut alors! Les blattes qu'on appelle aussi cafards en Europe sont connues depuis le Crétacé inférieur. Donc les dinosaures ils ont vécu plus longtemps que les blattes. C'est ballot, dis-moi! Ce qu'on appelle les blattes est un ensemble plus vaste comprenant les termites. On préfère maintenant parler de blattariens ou blattodéa.
blatte étant davantage un terme vernaculaire. Les blattes au sens strict, parce que si on compte certains insectes dans les blattes, ça fait des menthes religieuses des blattes par extension, sont caractérisées par un ovipositeur vestigial. Sauf que surprise, sur ce qui morphologiquement ressemble à des blattes, on a un ovipositeur bien externe et visible. Donc ce ne sont pas des blattes. Ils peuvent survivre à la décapitation. Oui, bien sûr. C'est vrai qu'un animal bilatérien, dans sa tête, endroit où se concentre, je sais pas moi, la bouche, le cerveau et plein d'autres systèmes sensoriels, bah allez se taper un petit footing après. Je sais pas si vous comprenez la connerie de la phrase en vrai. Ça veut texto dire que si tu bouffes la tête un cafard, il va aller bien. Ces insectes peuvent survivre à beaucoup trop trucs où d'autres insectes y laisseraient leur carapace, mais pas une décapitation, faut pas déconner là. Numéro 4. Vous trouverez ici la puce préhistorique. Et à votre droite, vous pouvez observer le mammifère préhistorique. Hop, on se calme, cette fois on peut rien lui imputer puisque l'article scientifique décrivant ces animaux, les espèces elles sont pas nommées dedans. Donc il est dans la légalité. Bon là je vais éviter de trop m'acharner là-dessus, sauf à part pour le cas Des des... reptiles poilus. Parce que bon, des reptiles avec des poils, ça faisait belle lurette qu'il n'y en avait plus sur Terre quand les puces sont rentrées en scène. Et si par reptile poilu tu parlais des dinosaures avec du duvet, nope, c'est bien des plumes. Bah c'est une description de tout ce qu'il y a de plus basique. Certes avec des mots parfois pas très justes, mais ça reste recevable. Donc pourquoi tout foirer quand t'es parti sur le bon chemin, dude? Curieusement, ses jambes n'étaient pas prêtes pour le saut. Probablement avec le changement climatique que la Terre a subi, la taille des puces a été réduite pour pouvoir sauter. Déjà, je sais absolument pas d'où vient cette hypothèse à la con, étant donné que les auteurs en font aucunement mention dans l'étude. Par contre, ce que je sais, c'est qu'ils font mention d'une autre hypothèse qui est cette fois-ci beaucoup plus logique, que la différence de taille entre ces puces préhistoriques et nos puces modernes est tout simplement due au type d'animal parasité, loin de nos mammifères à poil fin. Donc pas besoin d'évoquer un changement climatique complètement sorti du cul. Numéro 3. Ce prédateur est la Meganuera. La prononciation ? On dit Meganuera. Sérieusement, pour une fois qu'un nom de bestiole préhistorique n'est pas accouché dehors, il a fallu que ça tombe sur celle-là. Avec une envergure de 80 cm et une longueur d'1 mètre. Ah bah c'est con, l'image à peu de choses près, elle dit l'inverse. Oups. D'énormes yeux et des mâchoires fortes. Des mandibules. Non, parce que les mâchoires, ça n'existe pas chez les arthropodes. Ça, c'est un truc de vertébrés. Les insectes, les crustacés, les myriapodes, les mille-pattes, ils ont des mandibules, et pour ce qui est des chélicérates, donc pour ce qui reste aujourd'hui les arachnides, les limules et les pycnogonides, ils ont des chélicères qui remplissent la même fonction. Mais pas des mâchoires. Là, clairement, je suis honnête, ça compte comme une faute très grave. Tu vas pas m'avoir comme pote. Même un collégien aurait pu te reprendre. Contrairement aux libellules modernes qui piègent leur proie avec leurs pattes, la Meganuera utilisait ses grandes mâchoires. Oui. D'accord. Faudrait que t'arrêtes les hypothèses foireuses un jour, tu sais. Ça peut être dangereux pour ta santé. Numéro 2. C'est l'araignée carbonifère géante. Non, bordel, non, putain! Vous aviez des erreurs à pas faire. Et vous y êtes allé en plein dedans, mais putain! Certains comprennent peut-être mon énervement et pour les autres vous allez très vite le piger. Primo, ceci est un extrait de Primeval, série que vous devez de connaître si vous regardez les chaînes du Paléotube. Mais bon, quand vous verrez une araignée avec des chélicères en forme de pince et non de crochet venimeux... Vous m'appelez parce que c'est clairement pas une araignée. Et de yeux, son araignée géante, c'est la méga-arachnée. Et comme monsieur semble sucer allègrement Walking with Monsters en mettant des images qui n'ont pas nécessairement quelque chose à voir, il a peut-être zappé que ça fait presque 15 ans qu'une étude est venue prouver que Mégarachné n'est pas du tout une araignée, ni même un arachnide, mais un euryptéride d'eau douce. Sans entrer dans les détails, les euryptérides sont les chélicérates couramment appelés scorpions de mer, même s'il faut bien avoir en tête qu'ils ont autant de liens de parenté avec les scorpions que vous en avez avec un oiseau. Donc voilà à quoi pouvait ressembler Mégarachné, on est donc très loin de l'araignée géante. Comme je l'ai dit en plus vers le début de la vidéo, on ne connaît aucune araignée avec une taille comparable à nos plus grandes actuelles. Et la plus vieille araignée connue, découverte en France à Montceau-les-Mines, appelée Paléothèle pour le nom de genre,
n'atteignait même pas le centimètre de long pour la longueur du corps. Si elle existait aujourd'hui, cette araignée pourrait dévorer un petit chien. J'oserais même dire qu'elle serait capable d'attaquer un être humain. Non, arrête de supposer, ça sera mieux pour tout le monde s'il te plaît. Heureusement, cette espèce s'éteindrait au fil du temps, mais elle nous laisserait néanmoins ses terrifiants descendants. Je sais que l'arachnophobie c'est pas cool et que beaucoup de gens en souffrent, mais est-ce que vous saviez que la plupart des araignées font la taille de celles que je suis en train d'observer? La grande majorité des araignées ne s'attaquent pas du tout aux vertébrés, et à l'échelle mondiale, la taille moyenne des araignées c'est plutôt dans les 4 voire 5 mm. Et pour mourir d'une morsure d'araignée en France métropolitaine, laissez-moi vous dire qu'il faut vraiment le vouloir, parce qu'aucune espèce qui soit endémique de notre territoire n'est fait pour vraiment s'attaquer à du mammifère. En général, le venin des araignées est plutôt taillé pour des arthropodes. Pour de l'araignée avec un venin qui soit fait pour attaquer du mammifère, faut plutôt aller dans les régions tropicales. Donc clairement, les araignées représentent plus un problème pour les insectes plutôt que pour nous. Numéro 1. Le Pulmonoscorpius. Toujours de l'arachnide, et c'est pas moi qui vais me plaindre. Donc ici on va parler du Pulmonoscorpius, un scorpion géant qui a vécu pendant le Carbonifère inférieur en Écosse et qui pouvait atteindre jusqu'à 70 cm de long. Donc oui, même pour les arachnides, toute époque confondue, ça reste quand même un sacré gros bestiau. Et juste encore une fois que tu pars bien, mais dire ça... On pense que le Pulmonoscorpius est comme tous les insectes de cette liste. Ça détruit ton discours, mais d'une force de considérer que tout ce qui a des pattes et une carapace, c'est des insectes. C'est le pire putain de cliché dans lequel tu pouvais tomber. Et surtout, il y a plusieurs retranscriptions à faire de ça. Soit t'as recopié à la lettre un texte complètement merdique, soit t'as fait l'erreur de toi-même et t'aurais clairement pas dû la faire étant donné que, je sais pas, pour faire cette vidéo, tu t'es renseigné sur le sujet, non? Dans les deux cas, ça veut juste dire que tu t'es pas relu ou que t'as pas fait relire. Donc ça donne une belle impression que tu t'en bats complètement le scrotum de si tu racontes de la merde ou si tu racontes des trucs justes. Et clairement, pour en ce qui concerne tes vidéos, ça donne plus envie de les boycotter que de les regarder. Mais bon, next. Zone 0. Le vainqueur de cette liste est des insectes les plus dangereux de la préhistoire, et l'Arthropleura. Donc, Arthropleura, qui est un des arthropodes les plus grands connus actuellement au niveau fossile, qui pouvait atteindre jusqu'à 2 mètres, et qui était un myriapode. À 1000 pattes. Donc rien de putain d'avoir avec un insecte. Et comme vous m'avez légèrement chauffé avec vos conneries, on va faire un peu d'anatomie pour vous rentrer tout ça dans le crâne. Pour les arthropodes terrestres, vous avez 3 grands types de morphologie qui correspondent à 3 grands groupes majeurs pour aller plus vite. Primo, les insectes, qui ont 3 paires de pattes, insectes, 3 syllabes comme les 3 paires de pattes, et un corps divisé en 3 parties, la tête, le thorax et l'abdomen. Ils ont également des antennes sur la tête et portent des mandibules. Deuxièmement, les arachnides, qui ont 4 paires de pattes, arachnides 4 syllabes comme les 4 paires de pattes, et un corps cette fois-ci en 2 parties, un céphalothorax ou prosome, résultant de la fusion de la tête et du thorax, et un abdomen, aussi appelé opistosome, qui peut prendre des formes aussi variées qu'une patate chez les araignées ou qu'une partie en queue de scorpion. Ici, aucune mandibule ou antenne. En partant de la bouche, vous avez des chélicères au rôle similaire à celui des mandibules, puis des pédipalpes servant souvent à l'appréhension des proies, puis enfin les pattes servant à la marche. Et enfin, les myriapodes, aussi appelés mille pattes, qui ont une tête porteuse de mandibules et d'antennes, et qui ont pété un câble sur les segments corporels, de telle sorte que visuellement il n'y a plus de grosses patates corporelles à distinguer comme chez les araignées ou comme chez les insectes. 12 seconds later. Bien qu'on ne sache pas s'il s'agissait de prédateurs ou de végétariens, ces 1000 pattes géants possédaient des mâchoires puissantes. Mais putain! Du calme, la fin est proche. Et j'en profite pour préciser juste un petit truc, c'est que les mandibules d'Arthropleura et non pas les mâchoires, on les connaît pas. Donc une prédation c'est légèrement compromise. Faire de la paléontologie comme ça, c'est de la paléontologie à la David Peters. Et vu qu'apparemment des spores fossiles et des débris de végétaux ont été retrouvés à ce qui semble être plus ou moins l'emplacement de l'estomac d'Arthropleura, et l'Arthropleura prédateur il fait plus vraiment consensus. Aujourd'hui on est plutôt sur une version végétivore de la bestiole. Voilà. On pense que les prédateurs pouvaient avoir de la difficulté à les attaquer, car ils étaient recouverts d'un bouclier de fils barbelés très courts. Pardon? Mais vous fumez, monsieur. Des fils barbelés. Sur une carapace de chitine. Une molécule proche de celle qui pose nos cheveux. Non mais j'approuve la performance, hein.
Sérieusement, est-ce que vous avez encore besoin de moi pour comprendre que cette vidéo c'est juste un cadavre froid qu'on anime avec une main dans le cul? Comme déjà mentionné, il avait des mâchoires puissantes et une peau à l'épreuve des balles. Et puis je me permets de le dire seulement maintenant, mais quand tu as des images pixelisées, tu ne les mets pas au montage. C'est moche! Jusqu'à présent, ce mille-pattes est le plus grand arthropode qui ait jamais existé sur Terre, et donc le vainqueur évident de cette liste. Allez, une dernière pour la route, ça fait plaisir. En fait, il y a plus grand qu'Arthropleura dans les arthropodes. Vous connaissez Jaekelopterus? C'est juste le plus grand ériptéride en date, avec une taille allant taquiner les 2,50 m, soit quelques décimètres de plus que les Arthropleura les plus grands. Alors oui, c'est triché, mais les Chelicerates, c'est les arthropodes les plus cool quand même. Et voilà, c'est terminé pour cette vidéo et c'était... intéressant. Non, sans rire, c'est typiquement le genre de vidéo qui m'emmerde et qui est dangereuse, ce qui fait que j'ai plusieurs choses à dire pour conclure. Déjà, je regarde très peu de top, et à chaque fois que je vois de la merde comme celle-là, ça me donne encore moins envie d'en regarder. Et c'est chiant parce que des gens qui font des bons tops, ça existe, mais ils sont noyés sous toute cette merde. Ensuite, et je pense que ce point est évident, c'est juste du foutage de gueule de ce qu'est la paléontologie. La paléontologie, c'est pas la science du « oh là là, c'est gros, c'est méchant ». Ça, c'est de la paléontologie à la Jurassic World. Donc de la merde. Des vidéos comme celle de Topman donnent aux gens des images fausses et surtout dangereuses de la paléontologie, en répandant des intox sous couvert d'une forme sympathique. Sauf qu'on en arrive à ça. 30 000 personnes qui se sont dit un jour que ce type détenait la vérité, alors que, soyons honnêtes, le paléotube actuellement c'est 18 chaînes. Traduction, de la vulga correcte en paléontologie, c'est loin d'être ce qui manque sur YouTube. Et à cause entre autres de vidéos comme celle de Topman, on a de plus en plus de gens qui deviennent hermétiques aux avancées en paléontologie parce qu'on ne leur explique pas, on leur recrache de la merde. C'est pas étonnant que des gens croient que le mégalodon est toujours vivant, des vidéos de désinformation s'accumulent, ont une forme alléchante et paf! C'est mieux de croire ce que ce type a dit, sans qu'il précise un minimum ses sources. C'est le genre de chaîne que perso je regarde parfois avec Captain Roger juste pour me foutre de la gueule de ce qui est dit. Mais quand je vois qu'à côté de ça on se casse le cul dans le paléotube pour pondre des vidéos correctes et travaillées, mais que les gens préfèrent écouter de la merde, ça me mine le moral. Alors s'il vous plaît, faites fonctionner votre cerveau, il est beau, il est fonctionnel et il vous pompe de l'énergie, donc autant l'utiliser à bon usage. Faites gaffe à ce que vous regardez et rappelez-vous que la vulgarisation scientifique, la vraie qui fait attention à ce qu'elle traite et à comment elle le communique, elle existe sur internet. Et elle est partout, que ce soit sur les réseaux sociaux ou avec des collectifs, comme le Café des Sciences ou le Paléotube. On arrive sur la fin de la vidéo et je vais pas vous laisser là comme ça, puisque je ne suis pas la seule personne à avoir critiqué les méthodes douteuses de Topman. Plein de collègues vidéastes ont traité d'autres sujets très variés et massacrés par cette chaîne. Donc go voir les vidéos de Eduardino, FL Reptile, Matt Paléo Astro, Paléogie, Stop Science et Valéoraptor, pour rester dans la continuité de la mienne et parce que eux, ils méritent qu'on s'intéresse à leur travail. Pas la chaîne de Topman. Bon, on se dit à une prochaine fois pour la vidéo des 4 ans et demi qui, oui, je vous l'assure, sortira un jour. Quoi qu'il en soit, vous connaissez la musique, Facebook, Twitter, Instagram si vous voulez suivre mes conneries et éventuellement être tenu au courant des dernières informations, ça peut être utile. Je rappelle aussi que pour tout ce qui est de la communication avec les paléotubeurs et les membres de la commu du Paléotube, vous avez le Discord du Paléotube, il y a un lien d'invitation qui est dans la description. Et si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas bien sûr le petit bâton habituel, aimez la vidéo, commentez, partagez, voire même vous abonner si c'est pas déjà fait. Ça, le choix, il est à vous. J'en profite aussi pour faire de la pub à mon DeviantArt et à celui de Captain Roger. Si vous voulez voir les dessins qu'on peut mettre de temps en temps, et ben allez-y, les liens sont en description. Il y a même un groupe DeviantArt qui rassemble plusieurs paléotubeurs qui font des dessins ou des figurines par exemple. Sur ce, c'était Moss et moi je vous dis à la prochaine. 1, 2, 3, 4, 5, 6 legs make insects walk like this. Crickets in the field, ants with their crew, butterfly, dragonfly, and bumblebees too. There's 3 parts to an insect. Let's look closer.